On est de retour pour un nouvel épisode de Pitchside, le podcast qui vous rapproche du football féminin et de ses acteurs. Et aujourd'hui, on reçoit une personne qui a marqué l'histoire du football en France, brisé des barrières, mais aussi inspiré des générations entières. Première française à signer un contrat professionnel aux États-Unis, consultante, dirigeante, record woman, 2 buts en équipe de France pendant plus de 15 ans. Marinette Pichon a eu 1000 vies. Et aujourd'hui, on va parler de son nouveau rôle, directrice sportive des Roses de Montréal, le premier club de football féminin professionnel à Montréal et qui fait également partie de la Northern Super League, cette nouvelle ligue qui a pour but de révolutionner le football au Canada. Ensemble, on va parler de son parcours, de ses combats, mais aussi de sa nouvelle vie à Montréal. Alors Marinette Pichon pour Pitchside, c'est parti. Marinette, merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est hyper cool de t'avoir dans ce podcast pour pouvoir parler un peu du football féminin et de toi, du Canada aussi, de ton nouveau projet. Déjà, j'espère que tu vas bien avant de commencer ce podcast. Écoute, je vais très bien. Merci Carla de m'avoir convié à ton podcast, pardon. Et puis je vais très bien, ça avance bien, donc la santé est bonne, c'est l'essentiel. Et le Canada, ça se passe comment, ta nouvelle vie? Ah, ma nouvelle vie, elle est là depuis 5 ans et demi maintenant, donc c'est plus vraiment une nouvelle vie. C'est devenu ma vie où j'ai mes repères, où j'ai mon équilibre, ma balance. Et pour être honnête, je suis bien contente d'être là. Un nouveau souffle à ma vie, un nouveau souffle au projet professionnel, un nouveau souffle de vie familiale aussi, et de nouveaux amis, une nouvelle dynamique. Voilà, donc ça va bien. Bon, génial. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur quelques actualités. Notamment, je sais pas si tu suis un peu la Champions League, mais on connaît enfin les demi-finales. Notamment Lyon, Arsenal et FC Barcelone, Chelsea. J'aimerais avoir un petit peu tes pronostics sur toi, qui tu verrais aller en finale de cette saison. Je verrais bien un Lyon-Barcelone. Oh non, un Lyon-Chelsea, je pense. Ça serait beau pour la symbolique, pour Sonia Bonpastor. Ça Ouais, serait... non, et puis même sans ça, je pense qu'elles ont montré tellement de choses sur les derniers passages où elles ont été capables de changer leur attitude sur le terrain, de changer leur agressivité, de s'adapter tactiquement. Chelsea, que je trouve que ça ferait si près du but, connaissant la mentalité des Londoniennes, je pense que ça va avancer. Ça serait une finale, c'est sûr, explosive, parce que Chelsea, depuis le début de la saison, c'est très fort. Sonia Bonpastor fait un très très bon travail. Lyon aussi, mais Lyon, le problème, c'est que c'est le championnat français où c'est le cadre, c'est le leader, mais bon, il n'y a pas de raison qu'elle n'aille pas en finale, je pense, face à Arsenal. Je pense que c'est jouable, honnêtement. Après, ouais, je pense qu'il y a une possibilité, si elles sont réussies, si elles progressent bien sur le terrain, elles ont cette capacité à trouver leur jeu en triangle, l'apport des latérales qui fait vraiment la différence, puis la finition chirurgicale des attaquantes qu'on connaît. Je pense que ça devrait pas être un réel souci du côté de Lyon. Bah écoute, on verra bien. En tout cas, vous l'avez entendu ici, Chelsea-Lyon en finale, c'est ici que vous l'avez entendu en premier. Et la deuxième actualité que j'aimerais évoquer avec toi, donc au moment où on filme, ça a été annoncé hier, Gaëtan Thiné, après 25 ans, tire sa révérence au football, donc à la fin de la saison. Gaëtan Thiné, que bon, vous avez 10 ans d'écart, mais tu as pu la croiser notamment à Saint-Mémy, là où elle a pu jouer. Toi, je crois que tu avais plus un rôle de dirigeante, quelque chose comme ça, si j'ai bien réétudié. À Saint-Mémy, non, j'étais joueuse avec elle. Joueuse aussi. Moi, j'allais partir aux États-Unis. Elle était là. Elle venait d'arriver quelques mois auparavant. On a eu une petite période où on a évolué ensemble, comme j'ai évolué aussi avec Élise Boussaglia à Saint-Mémy. Et puis après, moi, je suis partie vers les États et elle est restée. Et puis après, j'ai pris l'orientation de Juvisy quand la Ligue a fait faillite. Donc non, oui, en effet. Je trouve que, voilà, elle a apporté tellement au football français, tant dans ses combats que au niveau international et puis à Juvisy, parce que ça a été au final le club de sa carrière. Et même si elle a fait une petite escale aux États-Unis, aujourd'hui, je pense qu'elle a envie de tourner de tourner ce chapitre et puis d'en entamer un autre pour entamer la reconversion. Donc je trouve que c'est bien. Et puis nous on est deux Auboises, donc c'est toujours une fierté de savoir que elle a tant apporté à cette équipe
à cette équipe de France et à l'équipe de Juvisy aussi. Ah, Et ça, de c'est sûr. Saint-Mémy, sans oublier, bien sûr. Et en plus, si on regarde, vous avez un petit peu le même parcours. Vous avez toutes les deux commencé dans le même club. Vous êtes partis aux États-Unis. Vous êtes revenus. Toi, t'es revenue, mais en tant que directrice sportive, je crois, ou quelque chose comme ça à Juvisy, donc le Paris FC aujourd'hui. Elle évoluait là-bas en tant que joueuse, donc vous vous êtes recroisés. Et au final, maintenant, sa carrière se termine. Mais après 25 ans, c'est quand même beau de le terminer comme ça. Et peut-être avec un sacre, qui sait, peut-être double sacre d'ailleurs. J'aimerais bien qu'elle puisse décrocher ce trophée de la Coupe de France. Ce serait le meilleur des cadeaux que pourraient lui faire ses coéquipières. On sait que ça va pas être facile, mais au moins ça a quelque chose d'excitant, et puis de finir sur une finale, quoi qu'il arrive, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Ça montre toute la longévité de sa carrière et cette capacité à faire des choix cruciaux. Elle aurait pu partir dans 2 grands clubs aussi. Elle a décidé de se dédier à ce club essonien, et je trouve que c'est vraiment ça montre la personnalité de Gaëtane. C'est sûr, une personne humble, hors et sûre et en dehors du terrain, c'est une légende. C'est la marque des Auboises. C'est la marque des Auboises. C'est ça, parce qu'en plus, vous viviez pas très loin. J'ai pu lire, je sais plus où j'ai lu ça. Elle était à Brienne-le-Château, et on habitait, quand on était jeunes, vraiment presque dans le même quartier. Et puis après, moi-même, mes parents, enfin ma mère a déménagé à Morvilliers, mais c'est à 10 km de chez Gaëtane et ses parents. C'est fou quand même comment le monde est petit au final. C'est impressionnant, mais c'est un très beau parcours qu'elle a pu avoir. Et puis après 25 ans, il est temps à un moment donné aussi de se reconvertir, et on espère que son parcours après sera aussi beau que ce qu'elle a pu faire avec le football. Et j'aimerais qu'on passe sur ta partie à toi. Te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas. Ok, moi je salue tout le monde, je m'appelle Marinette Pichon, je suis la directrice sportive des Roses de Montréal, nouveau club professionnel qui s'est créé en octobre 2024, dont je suis à la tête depuis juin 2024, pour partir de zéro, créer une équipe complète, embaucher un staff, créer une identité de jeu, créer les politiques, créer le centre d'entraînement, etc. Donc entouré d'une équipe, évidemment une fois que je les ai recrutées, mais j'ai aussi un passé de joueuse internationale où j'ai eu la chance de porter le maillot de l'équipe de France pendant plus de 14 ans, d'en être jusqu'en 2020 la meilleure buteuse de l'équipe de France. Maintenant, je suis derrière Eugénie, deuxième marche. Écoute, c'est toujours un privilège d'être derrière et que le record ait été battu par Eugénie, tant elle me ressemble, tant c'est une personne humble et qui a une superbe longévité. Donc, je suis vraiment très heureuse. Je suis mariée, j'ai 2 enfants et je vis au Canada depuis 2019. J'ai travaillé beaucoup à la télé, travaillé avec France Télévisions pendant 11 ans, puis après, quand j'ai déménagé avec ma famille en 2019, je travaillais pour la télé canadienne, pour RDS, pour TVA, et puis j'ai été à la fois directrice sportive du club de PFC pendant 4 ans et demi, presque 5 ans, puis ensuite retourné au département, puis ensuite pris l'avion pour traverser l'Atlantique, rejoindre le nouveau challenge de vie professionnelle pour le Canada. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance et le privilège d'être à la tête de ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose d'historique. Prendre des clubs, avoir été impliqué dans des processus où l'équipe est déjà existante, où le coach est déjà là, où il y a déjà des identités, je l'ai fait. Mais être, je dirais, l'artisane du départ et de cette équipe, c'est quelque chose que j'avais jamais fait et que je peux cocher maintenant, en espérant que ça se passe très bien pour nous dans la saison. Bon, il n'y a pas de raison. Avec l'équipe que vous avez, je pense que ça peut que le faire. En tout cas, un sacré parcours. Je pense que tu as vraiment eu 1000 vies avant d'en arriver là. C'est toujours impressionnant de voir autant de choses, mais c'est vrai qu'un nouveau défi aujourd'hui s'ouvre à toi à Montréal, et on en parlera juste après justement de ce club. Là, c'est la question que je pose à tout le monde. J'aimerais connaître ton premier souvenir dans le football et ton premier souvenir dans le football professionnel. Premier souvenir dans le football, ce serait la première fois où j'ai touché le ballon avec les garçons à l'âge de 5 ans, où je suis arrivée au bord du terrain et on m'a tendu un dossard et on m'a dit: t'as envie de jouer? J'ai répondu non, je suis une fille. Et là, je lui dis, il a rigolé. C'était Jean-Claude Richel. Et puis à partir de là, je suis partie, j'ai commencé à jouer avec les garçons, ça a été mon premier beau souvenir. Et la Marseillaise, le 26 mars 94, première sélection, où il y a eu un ascenseur émotionnel entre
t'es dans le couloir, t'attends, tu dis qu'est-ce qui va se passer, comment je vais être mangé, à quelle sauce je vais être mangé, est-ce que je vais être à la hauteur, pas à la hauteur, est-ce que et puis ça s'est bien passé, on a gagné 3-0, j'ai fait une passe décisive et puis ça a été le début d'une longue et belle carrière en équipe de France. Que demander de plus? Et qu'est-ce que tu te dis quand t'entends cette Marseillaise justement? C'est quoi le sentiment premier dans un stade? Tu représentes ton pays et t'as la Marseillaise qui retentit et... Fierté, je dirais que c'est de Ouais. la fierté de me dire que ben voilà, en fait, j'avais jamais pensé à être international. Je voulais juste m'amuser et puis plus on avançait dans la saison, plus on avançait dans les comment dire dans la compétition, dans les compétitions, plus je me disais que j'avais peut-être la possibilité de jusqu'à ce qu'on m'approche et là je me suis dit ok, on m'approche, c'est réel, c'est concret. Donc dans ma tête, il s'est passé tout ça, mais il s'est passé aussi, je vais pas y arriver. Si je vais y arriver, est-ce que je vais me planter pendant la Marseillaise? Est-ce que je vais écraser la main de ma coéquipière? Enfin, c'est tout ça, quoi. C'est le premier contrôle. Est-ce que tu vas le réussir? Tu vas pas le réussir? Donc c'est un mix d'émotions. C'est vraiment un ascenseur émotionnel. M'étonne, ça doit être fou. Déjà, en tant que spectateur, moi je sais que quand j'entends la Marseillaise, j'ai envie de pleurer, alors je me dis sur un terrain, là il faut assurer. Et en plus, ouais, peut-être tu te retraces aussi tout ton parcours, tu te dis ah ouais, j'en ai bavé pour être là, et là je suis là, et il va falloir assurer et tout donner pour ce maillot. Ça doit être impressionnant. Et justement, quand tu regardes en arrière, sur ton parcours dans le football, comment tu le décrirais ce parcours? Ben, pas forcément chaotique, je le dirais plutôt linéaire. Au final, du moment où j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans jusqu'à accéder à l'équipe de France, puis avoir la chance d'être repéré par le championnat à l'époque était professionnel. Je dirais inattendu. C'était un parcours inattendu. Au départ, c'était pour me faire plaisir, pour jouer, pour évacuer certaines choses. Puis après, c'est devenu comme quelque chose de ok, j'ai envie de performer, j'ai envie de montrer, puis j'ai envie d'être pro, puis j'ai envie de rester en équipe de France. Donc je dirais inattendu, long et puis passionné. Et est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, en fait, non, j'ai pas envie d'avoir ce train de vie constant où il faut être toujours à la hauteur, où il y a quand même une certaine pression, où tu te dis, ouais, en fait, non, c'est pas fait pour moi et je vais retourner chez moi et travailler normalement. Non, j'ai toujours été convaincue que, quoi qu'il arrivait, je continuerai de jouer au foot. À haut niveau, pas au bas niveau, peu importe, je continuerai à jouer. Et au final, ça a bien marché, regarde. Ouais. J'ai bien fait de persévérer finalement. Comme quoi, persévérer, c'est toujours important. Et au final, ouais, meilleure buteuse de l'équipe de France jusqu'à Eugénie Le Sommer. C'est ça. Aussi, là, je me dis, deuxième meilleure buteuse, ce qui est bien aussi. C'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Et puis le ratio, il est vraiment important, quoi. 112, 80 buts, c'est pas mal. Franchement, ouais, c'est plutôt impressionnant. Pendant plus de 15 ans, t'as détenu ce record. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et justement, je l'ai dit dans l'introduction tout à l'heure, tu as été la première Française à signer un contrat professionnel aux États-Unis. À ce moment-là, comment tu vis un peu ce départ de partir de l'autre côté de l'Atlantique avec ta mère et là où tu parles pas forcément anglais, ouais, tu te retrouves là-bas dans la démesure, quoi. Qu'est-ce que tu te dis? J'ai peur. J'ai peur. On est super bien accueillis avec ma mère. Ils nous attendent. Ils sont avec tu sais, le maillot, la veste, la voiture. On est reçus comme des princesses, ils nous emmènent dans l'hôtel, puis on est pris dans un engrenage, on va au terrain, on est présenté au terrain, on est présenté aux spectateurs, présenté aux joueuses. Et là, je me suis dit, ok, premiers entraînements, je me suis dit, ok, c'est dur, c'est chaud, ça va vite, ça tape fort. J'ai eu du mal. Il m'a fallu presque 2 mois où je pleurais tous les soirs, tu sais, au téléphone avec ma mère, après qu'elle soit repartie, j'ai dit, je peux pas y arriver, je peux pas y arriver. Puis ma mère me disait toujours, tu sais quoi, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, sauf qu'il faut que tu sois convaincu qu'à un moment donné, si tu continues à avoir cet état d'esprit négatif, eh ben, à partir de là, on va pas y arriver, alors que tu dois faire une année, quoi qu'il arrive. Donc, fais ton année, et puis, vois ce que ça donne. Et puis après, je suis allée me coucher, je suis allée me doucher, je suis allée me coucher, et je me suis réveillée le lendemain en mode l'Amérique m'appartient. Après, tu t'es sentie libérée, libre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ma prochaine question. Parce que c'est vrai que donc il y a eu un film sur ta vie, on en parlera juste après. Mais sur ces images-là, ou même sur des images d'archives, on te voit donc à Philadelphie, quand même assez libre, avec des célébrations. Moi, celle qui m'a marqué, c'est celle où tu fais le singe, forcément. Mais c'est vrai qu'on te sent quand même assez libre, assez contente, où tu découvres qu'en fait, c'est
beaucoup moins limité entre guillemets qu'en France. T'as pas la diète à gérer, tu peux sortir avec qui tu veux, fréquenter qui tu veux. Tant que t'es performante, c'est tout ce qu'on attend de toi. Et d'ailleurs, le fun fact que j'ai découvert, c'était dans ton film. T'as eu un sandwich à ton nom aussi, donc Oui. c'est assez improbable Ouais, je comme sais pas arrivée. s'il est toujours en vente, ça m'étonnerait, mais oui, pendant une période, j'ai eu un sandwich à mon nom, ce qui est Ouais, drôle, ce qui est vraiment drôle. Tu sais, j'aurais c'est jamais clair. imaginé avoir un sandwich à mon nom, j'aurais jamais imaginé avoir un livre, j'aurais jamais imaginé avoir un film. La seule chose que j'aurais pu continuer à envisager, c'était de vivre encore à l'étranger parce que j'ai beaucoup aimé ma période à ce moment-là des États-Unis. Ouais, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Parce que justement, donc en 2003, tu rentres en France suite à la faillite de la Ligue américaine. Donc, Mm. est-ce que c'était, je pense pas, mais c'était pas ton choix de revenir directement en France? Pour toi, tu te voyais vraiment continuer et peut-être finir d'ailleurs là-bas? Je me voyais terminer là-bas, je me voyais monter une académie, je me voyais plutôt bien vivre parce que j'avais développé cette notoriété, créé un réseau et autres. Et puis ben Ouais. le visa allant avec le fait de pouvoir rester sur le territoire. Mais quelque part, je me dis que la vie a été bien faite parce que sans ça, j'aurais jamais rencontré ma femme et je n'aurais jamais cette vie de famille aujourd'hui. C'est comme quoi la vie, on dit elle est bien faite ou elle est mal faite, mais pour moi, je trouve qu'elle a plutôt été bien faite. Et tout à l'heure, donc on parlait de ton record pendant plus de 15 ans de l'équipe de France. Moi, je veux savoir, est-ce que à l'époque, donc quand tu bats ce record ou que tu y arrives, est-ce qu'il y a eu une reconnaissance de la part de l'équipe de France, de la fédération, comme on peut le voir aujourd'hui, tu sais, les joueuses, on leur remet des cadres ou des Non, maillots avec le nombre. Non, il n'y avait pas ce genre non, il n'y de avait choses. pas ce genre de choses. Écoute, et quand Eugénie, elle a battu ce record-là, est-ce que t'as senti quelque chose en mode, ça y est, elle m'a détrôné ou juste de la fierté, être contente parce que ça montre que le football aussi avance? Ouais. Ben non, c'était tout le contraire parce qu'avec Eugénie, moi, je lui envoyais, on s'envoie des petits messages. Et puis, je lui ai dit, allez, la prochaine fois. Et la seule chose, c'est je lui ai dit, regarde, je serais vraiment heureuse. Elle me dit, le jour où je bats ton record, je t'enverrai le maillot. Et Oh. elle m'a envoyé son maillot de record avec lequel elle avait battu mon record. Ah, waouh. Dédicacé avec un petit mot. Et non, pour moi, c'est beaucoup d'admiration pour Eugénie. Je dis pas, il y a 20 ans, 30 ans en arrière, peut-être avec un peu plus tu sais, d'esprit compétitif, de compétition, du moins j'aurais été là-dedans, mais maintenant je suis plus là-dedans. Je suis contente de voir évoluer le parcours, je suis contente de voir les joueuses progresser et puis marquer l'histoire de leur nom, et c'est ce qu'a fait Eugénie, et je trouve ça magnifique. Et je suis tellement fière au final que ce soit elle. Déjà parce que je Ouais. trouve qu'elle me ressemble, c'est une renarde des surfaces, c'est quelqu'un qui est capable de planter des buts à n'importe quel coin, n'importe quelle position, qui a cet instinct devant le but, qui a pas besoin de 12 occasions pour en mettre une. Donc pour moi, c'est d'autant plus une fierté. C'est génial, et justement, tu parles de progrès, ça amène à ma prochaine question. On le sait, tu es très active dans la lutte pour l'égalité homme-femme. Mhm. Voilà, tu as souvent dénoncé le manque de prise en compte de la fédération envers le football féminin. Est-ce que justement, depuis tes débuts, depuis le moment où tu as commencé à parler de tout ça, tu sens qu'il y a des choses qui ont évolué, que peut-être tu as été entendu quelque part? Ben, déjà, si on prend un peu plus de recul, le nombre de licenciés a augmenté. Oui. Les infrastructures restent difficiles à trouver pour les différentes associations et clubs. Mm. Je trouve que les conditions pour évoluer pour l'équipe nationale, notamment, sont un peu meilleures. Le fait d'avoir créé cette ligue professionnelle, on tarde encore à signer la convention collective, mais il y Mm. a déjà un peu plus de moyens, j'imagine, d'injecter. Je connais pas exactement quels sont les termes, mais il y a une volonté de professionnaliser. Donc il y a des choses qui ont évolué. Maintenant, je pense que ça reste, tu sais, dans le changement, ça reste très lent et Oui. sur plusieurs années, sur du pluriannuel. Donc à partir de là, je dirais que bien sûr, il y a eu un changement du moment où moi j'ai joué. Les filles voyagent en avion, les conditions, Mm. les conditions de pratique, le fait d'être quasiment toutes professionnelles ou d'avoir des mi-temps ou des contrats faits. Donc on tend vers ça. Mm. Et je pense il y a eu du progrès de réaliser, enfin des progrès. Et il faut quand même souligner que c'est une bonne chose de la part de la fédération.
Maintenant, il y a encore des choses à gommer comme la visibilité, comme la condition de retransmission des matchs. Parfois, c'est catastrophique. Moi, je regarde les matchs, des fois, je me dis, OK, ça va être chaud, quoi. Tu sais, quand il pleut et que t'as personne pour nettoyer rien que la caméra, tu te dis, OK, chez les gars, tu verrais jamais ça. Mais pour ça aussi, il faut gagner en reconnaissance à travers un titre de l'équipe de France. Et puis, la prochaine étape va être le championnat d'Europe. Et j'espère enfin que cette fois-ci, ça va être le moment pour elle de dire notre génération est la génération qui aura décroché un titre. Et tu penses qu'un titre, ça serait un déclencheur justement de tout ça? Je pense qu'un titre, ça amènerait un peu plus de commanditaires, donc de sponsors, ça amènerait un peu plus de visibilité, d'engagement de la part des médias, un engouement, un attrait. Est-ce que ce sera éphémère, temporaire ou bien durable? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra, il faudra avoir le titre pour ça ou avoir une médaille pour le savoir. Mais c'est sûr que ça passe par des résultats à un moment donné. Et justement, en parlant de cette équipe de France, il y a un moment, j'ai écouté une interview l'autre jour de toi, ça m'a marqué, où tu disais que en fait, quand t'es arrivé aux États-Unis, t'as senti ce collectif entre guillemets que t'as pas senti en France, où c'était beaucoup, de la compétition, où moi, faut que je sois meilleur que toi, alors qu'aux États-Unis, t'as senti tout l'inverse. Est-ce que tu penses que justement, ça peut être une des causes de pourquoi le football féminin français a du mal à avancer? Peut-être qu'il y a encore un peu trop d'individualisme, où on pense un peu moins au collectif. Je sais pas. Les États, c'est une mentalité, c'est l'objectif collectif en premier. C'est-à-dire qu'on va te donner les outils, les moyens de performer, et te mettre dans les meilleures conditions du centre de vie, etc. Mais avant tout, c'est le collectif. Et je retrouve ça ici aussi au Canada, où moi, j'ai bâti mon équipe en mettant l'objectif sur l'intérêt du club, l'intérêt de l'équipe en priorité. C'est pas une personnalité, c'est un groupe de personnalités qui feront la différence. Donc à partir de là, c'est important. Et oui, moi, j'ai vu la différence. Je l'ai vu, je l'ai vécu. Je l'ai vécu en équipe nationale, je l'ai vécu en club. Puis quand je suis arrivée à Philadelphie, je me suis dit, waouh, ok, là on travaille, c'est on te met dans les meilleures conditions, c'est que ta copine te met dans la meilleure condition pour te donner le ballon, forcément le résultat va être là. Et ça a payé, la preuve. Tu fais ni 2 fois meilleure buteuse de la ligue, meilleure MVP la première année. Ça vient entériner tout ce qui est que quand on travaille les uns pour les autres, on est plus fort. Et moi, j'aime cette approche-là, en fait. J'aime que mes joueuses sur le terrain s'encouragent. S'il y en a une qui perd le ballon, qu'elle soit capable d'être couverte par une autre, soit capable, quand il y a une boulette et qu'on encaisse un but, de dire, OK, c'est pas grave, ça aurait pu m'arriver, ça aurait pu arriver, et ne pas pointer du doigt. Et je pense que ça fait vraiment partie de la culture et de la mentalité, en fait. Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a la mentalité est totalement différente. Et de toute façon, c'est le collectif à la fin qui prime. De toute façon, le football, comme le rugby ou le basket, c'est du collectif. Et de toute façon, si tu vas pas dans l'intérêt du groupe, c'est ça. Risque pas les résultats seront pas présents. Ça, et puis ça va te desservir parce que si à un moment donné tu décides d'être égoïste, de porter trop le ballon et puis de faire de pas respecter le jeu, nous on appelle ça ne pas respecter le jeu, ça va se retourner contre toi parce qu'à un moment donné, quand les filles seront dans la même situation, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles te donneront pas le ballon. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Exactement. Et aujourd'hui, quand tu regardes ton passé, est-ce que tu peux nous donner 3 moments qui te rendent fière et où tu te dis ah ouais, ok, je l'ai fait, j'ai réussi, ça peut être sportif ou pas sportif? 3 moments. Mon premier moment, ce serait d'avoir rencontré la femme de ma vie, d'avoir une famille avec elle, parce que ça me donne tellement de... Tu sais, c'est un soutien inconditionnel au quotidien. C'est du bonheur, c'est des remises en question en tant que femme, en tant que mère, en tant que fille auprès de ma mère, donc je dirais que c'est ça. Mon deuxième, ce serait évidemment mon parcours en équipe de France, et le troisième, ce serait aujourd'hui d'être la directrice sportive d'un nouveau club professionnel et d'avoir tout construit, d'avoir été celle qui a décidé de collaborer avec les uns et les autres. Donc je trouve ça vraiment ce serait les trois moments. Écoute, c'est génial. Et ça va faire écho à la précédente question. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton héritage dans le football? Dans le football uniquement? Non, de toi en général. Moi, j'aimerais qu'on retienne de moi que je suis quelqu'un qui aime la vie, qui aime les gens, qui est authentique, sincère. Ça plaît pas tout le temps, ça plaît pas à tout le monde. Mon côté passionné pour la vie, pour le sport, pour le travail, passionné pour le développement, pour l'avancée de la place de la femme. Quelqu'un de passionné, d'engagé, puis peut-être quelqu'un qui a une grande gueule, mais je me suis quand même pondérée. Bon, écoute, à un moment donné, il faut bien s'en servir aussi, il faut pas avoir peur et il faut y aller. Je pense que j'ai eu une grande gueule,
Je l'ai encore, mais de façon, je le verbalise différemment aujourd'hui. Oui, bah, de toute façon, il faut de tout pour faire un monde et il faut, enfin, pas malheureusement, il faut heureusement des personnes qui prennent la parole pour faire avancer les choses. C'est comme ça que quand on regarde ce qu'ont fait les États-Unis avec des Megan Rapinoe, des Alex Morgan, sans elles, l'équipe nationale ne serait pas là où on est aujourd'hui parce qu'elles ont ouvert leur bouche et qu'elles n'ont pas eu peur. Ça a prouvé aussi les bienfaits. Et pour finir sur cette partie football, entre guillemets, est-ce que tu peux nous donner un mot, je sais pas, ouais, un conseil pour toutes celles qui rêvent de suivre tes pas dans le football, toutes ces petites filles à qui on leur a dit, bah non, tu peux pas, t'es une fille. Tu peux t'épanouir, tu dois être persévérante et puis tu dois penser à toi et ne pas te soucier du regard des autres. Ce serait ça. Ça, c'est important. Les autres, on s'en fiche tant que toi t'es bien, que t'es heureuse, c'est le principal. Et du coup, là, on va switcher un peu sur la partie de ce que tu fais aujourd'hui à Montréal, au Canada. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste ton poste de directrice sportive? Alors, mon poste de directrice sportive au Rose de Montréal consiste dans un premier temps, je suis arrivée, on a dit, OK, on veut créer une équipe, on veut créer un club, mais on n'avait personne. Donc, ils venaient de recruter la directrice sportive, on était deux, il y avait ma présidente, Annie et moi-même. Et à partir de là, on a regardé, se dit, OK, maintenant, tu as carte blanche pour construire. Donc, mon rôle était de bâtir le recrutement du staff, de bâtir le recrutement des joueuses, donc de bâtir des présentations et des présentations pour convaincre les joueuses de regardez, on va avoir un championnat et faites-nous confiance parce j'avais pas de comparatif. Là, c'est comme si tu me dis, vends une voiture qui vient de sortir du marché, mais tu l'as jamais utilisée, tu sais pas. Moi, c'est un peu ça. C'est OK. Moi, j'ai une ligue à vendre, un club à vendre, mais j'ai pas de comparatif. Je sais pas ce que le club a fait l'année passée. Je sais pas quelle était l'identité de jeu. Je sais même pas où on jouait à l'époque. Je sais même pas quel coach j'avais. Et pourtant, j'ai réussi à convaincre des joueuses par la sincérité, je pense, l'authenticité. Donc, mon rôle, c'est vraiment celui-ci. C'est de créer cette équipe, recruter les bonnes personnes. Moi, je suis allée avec les personnes qui sont humains, qui ont cette compétence de savoir-être. Pourquoi? Parce que c'est plus facile d'acquérir des compétences techniques, des skills, savoir-faire, que du savoir-être. Donc, j'y suis allée, évidemment, toutes les personnes que j'ai employées, embauchées, ont toutes des expériences de malades dans les différents domaines, que ce soit mon préparateur physique, qui était le préparateur physique de toutes les équipes nationales du Canada, Antoine Gulner, qui, lui, était un des pionnier qui a lancé la culture de l'Académie de Montréal, du CF Montréal, à l'époque l'Impact, qui a travaillé avec Wilfried Nancy, qui a été nommé le meilleur entraîneur de la MLS avec Columbus l'année passée, Maryse qui évoluait en NWSL, jusqu'au coach. Toutes ces personnes viennent avec des expériences, avec du savoir-être et du savoir-faire. Ensuite, ça a été tout un processus très long. Donc, il a fallu mettre en place le processus du staff en priorité, processus des joueuses en parallèle. Tous ces dossiers, en fait, sont cumulés parce que en même temps, je recrutais mon staff, je continuais à superviser. J'allais aux Jeux Olympiques, j'allais dans les matchs, j'allais dans les tournois majeurs pour estimer. J'avais identifié ma colonne vertébrale de joueuses. Qu'est-ce que je voulais comme identité de jeu? Je veux qu'on ait un football attractif, je veux qu'on soit capable de garder la possession, d'avoir tu vois, des transitions rapides, d'avoir du fun sur le terrain. Moi, je veux pas faire de la possession, de la conservation de balle. Moi, je veux que ça soit rythmé. Je veux qu'on soit capable de briser les lignes. Je veux qu'on soit capable de changer de point d'attaque et sur ce changement de point d'attaque, de faire la différence. Donc, après, ça a été de créer tous les processus. Donc, pour résumer, la directrice sportive est garante du fonctionnement du département technique, de la philosophie de jeu, des contenus de séance, de la chimie entre son staff, de la chimie entre ses joueuses, du recrutement des joueuses, de la gestion du salary cap, donc la masse salariale, des négociations avec les agents, et puis le day-to-day. Voilà. Et ça fait un sacré cheminement, mais au moins tu t'ennuies pas. Ça. Non, je m'ennuie pas. J'aimerais des fois m'ennuyer, pour être honnête. Mais non, je ne m'ennuie pas. Mais c'est tellement enrichissant et puis ça me permet aussi de me dire, regarde, un jour, on se dit souvent dans la vie, il y a un projet d'une vie. Et moi, je pense que les Roses de Montréal était le projet d'une vie. Était celui qu'on a construit, qu'on a amené là et qui a pris vie et qui, quoi qu'il arrive,
aura été créé par nous tous, quoi. Ah, c'est beau. Et justement, ça t'a pas fait peur de partir, enfin d'arriver dans un projet où il y avait absolument rien et qu'il y avait tout à bâtir? Non, non, Non? parce que tu sais, c'est rare d'arriver dans un club en tant que directrice sportive et se dire, OK, je vais tout pouvoir mettre en place à ma vision, avec mes émotions, avec mon envie de jeu, avec Oui. mes caractéristiques humaines, avec mes valeurs. Et je veux que mes collègues partagent ces valeurs, que mes joueuses partagent ces valeurs. Ouais. Pour moi, c'était un peu, tu sais, j'étais fébrile au début parce que je me suis dit, OK, comment tu vas faire tout ça? Et puis, tu signes la première joueuse, tu commences à rôder ton discours, une deuxième, une troisième, puis après, tu as ton coach qui vient te renforcer, puis on commence à travailler ensemble, puis on élargit, jusqu'à arriver à un staff aujourd'hui de 10 personnes techniques qui travaillent les uns avec les autres et qui le font bien. Évidemment, il y a des hauts et des bas, c'est normal. Il y a des belles journées, il y a des journées un peu moins belles. Mais la force de notre staff et à date de notre équipe, c'est d'être capable de se dire les vraies affaires. On se dit avec transparence les choses. C'est beau. Et pourquoi les roses de Montréal? Pourquoi les roses et roses bleues? Parce que bleu, ça n'existe pas, c'est impossible. Donc nous, on voulait créer quelque chose d'impossible qui colle et puis quelque chose, une douceur féminine avec ce nom, qui soit à la fois féminine, douceur, mais aussi du piquant, du tranchant avec les épines. Donc voilà. Et puis il y a le côté enracinement, partagé avec la communauté. Donc, il y a tout ça, en fait. Et justement, Montréal, c'est quand même une ville qui est assez marquée par le sport. On y retrouve le CF Montréal, le club de hockey masculin, féminin, notamment. On le sait, le Canada, c'est un pays où le hockey, c'est ancré, quoi. Ils vivent limite que par ça. Aussi du football américain avec les Alouettes. Comment, vous, les Roses de Montréal, vous comptez réussir à vous imposer dans ce paysage qui est vraiment beaucoup marqué par le sport, pour le coup? Déjà, on vient pas en concurrence avec les autres sports. On offre une nouvelle offre sportive. On arrive avec une attente vis-à-vis du soccer féminin qui était présente, mais qui n'avait jamais été implémentée. Donc nous, on arrive et on est cette diversité. On a essayé de faire en sorte que les matchs ne soient pas les mêmes journées, les mêmes heures. Dans les différentes saisons pour justement permettre aux personnes de choisir. Et puis il y a aussi un aspect économique derrière ça, aller supporter plusieurs équipes à Montréal, ça peut vite te faire un budget quand tu as une famille de 3-4. Donc l'idée c'est d'amener et puis d'avoir cette accessibilité tarifaire aussi. Donc nous, on amène une nouvelle opportunité sportive avec des accès tarifaires qui sont vraiment abordables. Le premier billet peut être à $28. Donc ça veut dire qu'on a quand même cette capacité où on peut avoir une famille vient passer une journée pour 110, $120 max à 4, quoi. Donc ça veut vraiment dire qu'on a pris ça en compte. Donc non, on va essayer de faire notre trou en respectant les autres clubs et les autres sports. On n'est pas là pour faire de l'ombre, on est là pour travailler et avancer et puis amener une opportunité supplémentaire. Et est-ce que tu sens, parce que là, le moment où ça va sortir le podcast, ça sera à une semaine du premier match donc des Roses de Montréal contre Toronto. Est-ce que tu sens un certain engouement, un certain engagement de la part, je sais pas, de la ville, des supporters, je sais pas? De la communauté, ben oui, il y a beaucoup de soutien quand on a fait notre lancement, le dévoilement du nom, puis le dévoilement du maillot. On a vu qu'il y avait quand même beaucoup d'effervescence. Donc oui, notre taux de remplissage de stade, de réservation pour le premier match, là, pour les billets de saison aussi. Donc oui, il y a encore du travail. Ça s'est pas rempli comme ça. Et il y a un gros travail à noter de la billetterie, de notre département billetterie. Mais non, je pense qu'on est excités, nous, à l'idée de jouer devant nos fans et de créer notre propre communauté aussi. Donc ça, je pense que c'est important, c'est vraiment important qu'on puisse aller à la rencontre, se montrer accessible pour être des rôles modèles. Et vous avez déjà je crois que je sais pas si j'ai vu l'information passer, mais un stade. Je sais que vous avez. On est en train de construire un stade, d'aménager un stade qui est existant pour amener plus de tribunes. On va être à peu près à 5181 places. Nous, on a décidé
Donc c'est à côté de notre centre d'entraînement. Vraiment, on y va, on relie. Okay. On a envie de faire un petit stade pour combler et que ce stade soit rempli. Donc l'idée, c'est de se dire, ok, on est là. On va créer notre offre, on va remplir et puis on verra dans les saisons futures si on a besoin de bouger, si les propriétaires et investisseurs décident que on doit voir plus grand. Et bien à ce moment-là, ils ont qu'à se rassembler. Et justement, ça fait écho à ton poste, mais donc j'ai vu votre mercato, il a quand même été axé sur des jeunes joueuses qui sortent de l'université, mais il y a aussi des joueuses d'expérience comme Charlotte Bilbao, il y a Megan aussi Sauvé de la Sporting, je crois, il y a aussi des joueuses qui arrivent de la Bundesliga, donc ça fait un mélange assez jeune, mais aussi des joueuses expérimentées. C'est quoi, c'est Montréal, il y a quand même un vivier de talent qui est assez important autour de la ville et aux alentours? Ouais, le pool, on est, je crois, un des troisième meilleurs pools, plus gros pool de talents canadiens et québécois sur l'aspect sportif, et notamment soccer féminin. Donc là, c'est juste en quelques mois, parce que ça fait que quelques mois, bientôt ça va faire 1 an que je suis en poste, mais on n'a pas eu encore cette possibilité de superviser tout le monde pour identifier complètement. J'ai aussi tes écouteurs, coach. J'ai mon coach, je lui ai piqué ses écouteurs. Donc, regarde, mon coach et puis ma coach, notre première coach adjointe qui arrive, qui va venir te dire, viens. On a un interview, mais c'est correct, je partage. Bonjour. Donc voilà, Robert et Maryse. Donc non, c'est voilà. Écoute, je pense qu'on a la première année fait ce qu'on a pu de mieux pour pouvoir permettre à cette équipe d'avoir une ossature solide pour le début et puis de continuer à s'étoffer. Je pense que les années 2 et 3 vont être plus importantes parce que on aura déjà un niveau de jeu, donc un niveau de référence. Où les filles vont pouvoir se jauger par rapport à d'autres championnats. Aujourd'hui, j'ai pas ça. Donc, ma difficulté, elle est là. C'est qu'il faut que j'arrive à convaincre des joueuses qui jouaient en Champions League, revenir chez nous pour leur dire, OK, regarde, viens, amène ton expertise, amène ton leadership, et ensuite, on va construire ça ensemble. Tout le monde va amener un peu de son héritage. Et justement, ce groupe, comme tu dis, ça a été vachement court, le délai pour former un vrai groupe, un collectif. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que t'as un groupe qui peut tenir le coup, qui se soutiendra quoi qu'il arrive, que ils encaissent des buts, c'est pas grave, on va se ressouder, on va aller chercher ce but nous aussi. Tu sens que t'as ça aujourd'hui? Je pense on s'en approche vraiment. La qualité de l'effectif, la qualité d'entraide, de soutien les unes envers les autres est là. Mais je compte aussi beaucoup sur mon staff quand cette situation se produira. Capable de trouver les bons mots, capable de trouver les bons conseils pour garder le groupe et le staff investi dans la cause, dans le projet et dans l'objectif qu'on s'est donné. Ok. Et en parlant de ce groupe, est-ce que tu aurais une joueuse à nous conseiller, entre guillemets, de suivre cette saison aux Roses de Montréal? J'en ai plusieurs. Si je devais en faire une par ligne, je te dirais forcément Anna Karpenko, notre gardienne. Je te dirais en défenseur, je te dirais Julia Leas. Ensuite, en milieu plutôt défensif, Charlotte, évidemment, Aliès, Tania, Latifa et Noémie. Et après, je pourrais toutes te les citer parce que je leur fais tellement confiance. Oui. Mais voilà, je pense que ça, c'est vraiment la colonne. Et après, on a de très, très beaux talents derrière qui vont venir se greffer et se développer et puis gagner en maturité pour devenir une joueuse professionnelle. Et est-ce que tu sais si nous, en France, on pourra suivre la Northern Super League assez facilement? C'est une bonne question. Nous, on est tout retransmis nos matchs avec TSN Radio et puis RDS, mais Radio Cannes. Mais honnêtement, je sais pas ce que ça va donner en France. Peut-être à travers des plateformes comme White Scout ou autres, ou puisqu'on va être, nous, tous nos matchs vont être diffusés. Est-ce que ce sera possible de les retrouver en replay? Est-ce que ce sera quelque chose qu'on va faire sur notre site internet à travers notre département communication? Peut-être. C'est une bonne question, ça, en tout cas. Ouais, tu sais pas s'il y a de plateformes comme la NWSL, ils ont mis en place la NWSL Plus pour que partout dans le monde on puisse suivre gratuitement. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ok. Et j'aimerais qu'on fasse une petite aparté sur la Northern Super League qui a été donc fondée par Diana Matheson, une ancienne joueuse du Canada, championne olympique et tout ça. Pour toi, c'est quoi les ambitions de cette ligue? Parce que j'ai entendu dans une interview, je crois, entre 5 et 7 ans, faire partie du top 30 mondial. C'est quoi les ambitions de cette ligue quand t'es dedans? C'est quoi qui est affiché? C'est les mêmes. C'est que la ligue puisse figurer parmi le top
30 mondial. Puis après, il y a des objectifs qui sont plus individuels en tant que club. Nous, on a pour la première année, on veut s'assurer que notre identité de jeu puisse ressortir, amener cette cohésion au niveau du groupe, avoir ces patterns et ces repères dans le jeu qui vont nous aider. Ensuite, on voudrait aller se qualifier pour les playoffs. Première année. La deuxième année, on voudrait aller chercher une place qualificative pour la CONCACAF Champions League. Puis après, y participer l'année suivante. Et si on fait mieux cette année, ce sera top. Si on fait moins bien, ce sera aussi une année charnière de transition. Oui. Donc voilà, il faut être objectif. Et puis l'idée, c'est de pouvoir ramener aussi des joueuses internationales canadiennes sur le territoire. Et puis de faire venir des joueuses qui ont des joueuses d'impact qui viennent des pays européens. Et j'aimerais qu'on parle aussi forcément, parce que c'est quelque chose moi qui m'a marqué, c'est ton film. Je me souviens, il est sorti en 2022. Je t'avoue que je suis allée le voir, je ne te connaissais pas. Je le mets en toute transparence, mais j'y suis allée parce que c'est autour du football féminin. Et je me suis dit, c'est à voir. Et honnêtement, le film m'a bouleversée. Je suis sortie de la salle, je suis allée le voir toute seule, j'étais bouleversée parce que j'ai trouvé l'histoire hyper forte, hyper touchante et hyper bien racontée. Et forcément, en évoquant le film, je suis obligée d'avoir une pensée pour Emily Dequesne qui nous a quittés il y a pas très longtemps et qui jouait ta mère, qui a très bien joué. Franchement, le film était très très bien tourné. Elle a très bien interprété ma mère, mais au-delà de ça, c'est une grande actrice. Emily, c'était une grande actrice, mais c'était surtout une grande dame. Moi, je la connaissais pas, on se connaissait de travers les réseaux. On s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre amical, tellement humble, tellement sincère, tellement naturel, tellement... Pareil pour Michel, c'est des amis. Moi, j'aurais jamais pensé qu'un jour une actrice avec ce palmarès, ce renom et cette carrière aurait pu faire partie de mes amis. Et aujourd'hui, je suis fière de dire que c'est mon amie, et je ne veux pas parler d'elle au passé parce que ça restera mon amie, même si elle est plus là. Et puis Michel, pareil. Donc, je suis rentrée, on est rentré, elle nous a laissé rentrer dans des moments de vie, de sa vie. C'est pas donné à tout le monde. Et puis inversement, moi, j'avais pas de secret pour elle. T'as bien travaillé pendant quelques mois pour ce film. C'est clair. Et justement, ce film, est-ce que un jour, donc avant ça, t'as sorti une autobiographie, pardon. Est-ce que tu pensais un jour que cette autobiographie se transformerait en film, et comment elle est venue cette opportunité? Naturellement, c'est un ami, Jean Bess, qui m'a appelé, me dire j'ai une copine, faut que tu la rencontres, tu vas l'adorer, elle est productrice, et puis elle voudrait faire un film, mais elle me connaissait pas non plus sur une sportive. Son idée, c'était de faire un film sur une sportive. Puis Jean a organisé tout ça, et puis ça s'est fait. On s'est rencontrés, on a déjeuné, on a beaucoup apprécié être ensemble. J'ai aimé son honnêteté. Elle m'a dit, moi, voilà, je veux pas faire pleurer, je veux que ce soit réaliste. Je vais t'associer à l'écriture du début jusqu'à la fin, ce qui a été le cas. Et puis j'ai validé avec ma compagne, ma famille, toutes les étapes. Et puis le rendu est juste exceptionnel. Il est vraiment magnifique, et il est touchant, et tu te rends compte que c'est pas facile tous les jours pour en arriver là où t'en es arrivé, et surtout avec ton parcours, mais en tout cas tu peux être très fier de ce que t'as fait. Et justement, ça fait quoi pour la première fois de voir Garance qui t'a interprété à l'écran? Ça fait quoi Ça fait drôle. Ça fait drôle. Et puis au final, je me suis vite replongée dans tout ça, quoi. Je me suis dit, ok, c'est ma vie. Puis ça m'a fait remonter beaucoup d'émotions, des émotions positives, des émotions négatives. Mais je suis fière au final, parce que ce film, il a vocation à passer des messages sur la place de la femme dans le sport, la place de la femme dans la société, le handicap, l'orientation sexuelle, la violence conjugale, l'alcoolisme. Donc, malheureusement, c'est ma vie. J'aurais voulu faire plus léger, mais c'est ma vie. Je suis passée à travers tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. Je suis fière, et puis je suis convaincue à travers tous les messages que j'ai reçus, que ça a aidé plusieurs personnes. Donc ça, c'est au final le pourquoi du film. C'est sûr que ce film, il a été tu te rends compte de beaucoup de choses, et franchement, sur tous les plans, en fait, c'est vrai que c'est pas vraiment que sportif, comme tu dis, t'as de tout, et en fait, à un moment donné, tu peux forcément, toi, t'associer à un moment que t'as vécu, et peut-être que ça peut t'aider surmonter cette étape, à te dire si une grande sportive a réussi, moi aussi je peux réussir. C'est ça. Parce qu'au final
t'es une être humain avant tout, hein, donc si t'as surmonté ça, n'importe qui peut... En chair et en os. On se refait pas. C'est ça. Et avant de conclure, j'aimerais te poser une petite question, c'est la question de fin de podcast. Si je devais inviter une personne, selon toi, t'aimerais voir qui dans ce podcast? C'est une très bonne question. Peu importe qui. Peu importe qui. Quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui te... Ah ouais, mais elle est morte. C'est con. Simone Veil, j'aurais adoré. Non, il y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Je pense que j'irai avec Vanessa Gilles. Oh, Vanessa Gilles, ouais. Parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que j'adore, on converse, qui est très franche, très directe, très naturelle, et je pense qu'elle aurait beaucoup de choses à partager avec ton public. En plus, c'est une personne qui est, quand on la voit, très drôle. Enfin, moi, je sais de ce que je la vois, je la trouve très drôle, très simple, très... Elle l'est. Bon, écoute, peut-être qu'un jour aussi, elle rejoindra les Roses, qui sait. Ça serait beau de la voir à Montréal, ça serait intéressant. En tout cas, merci Marinette pour ce moment d'échange, c'était très sympa. C'est toujours important, enfin, c'est toujours cool d'avoir des personnes comme toi, des légendes dans le sport, dans le football. Et c'était un moment très cool à partager avec toi, de pouvoir échanger autour du football, de ton parcours et de ta nouvelle vie de directrice sportive à Montréal. C'est avec un grand plaisir. C'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et que vous en aurez appris un peu plus sur Marinette Pichon. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de Pitchside. Ciao!